On y va pour la suite avec toujours la Corse et la Sardaigne. Pardon, la Corse et la Méditerranée occidentale au Moyen Âge. C'est parti. Monsieur Iriki, reprenez donc pour le 13e Giudice d'Iquinarca. Ah, ah, très bien, tu y es presque resté, tu y es presque. Alors, donc oui, alors ce D'Icinarca, personnage, c'est ça? voilà, di Cinarca, c'est ça. Alors, Giudice di Cinarca, donc D'Icinarca. c'est un seigneur qui aura une importance. Donc, Cinarca, si vous vous rappelez bien dans les vidéos, surtout la première vidéo que nous avons faite ensemble, C'est ici. je présentais le château de Cinarca, qui aurait été créé par par le mythique fils de Ugo Colonna, Cinarco, qui aurait donné son nom, et donc donné le nom à toute la dynastie des Cinarchesi. Donc lui, il va avoir une très grande importance. En fait, donc son vrai nom de les sources qu'on a, ce serait Sinuccello della Rocca. Donc della Rocca, c'est un nom de famille. Rocca, vous vous rappelez que j'en avais parlé précédemment dans une autre vidéo, c'est un terme qui correspond à un château ou une région montagneuse facilement défendable, qui va le donner le nom à une famille insulaire. Et donc ce Sinuccello della Rocca se fera appeler plus tard Giudice di Cinnarca. Alors, je reviens très vite sur le terme de giudice. J'en avais déjà parlé un peu précédemment quand j'avais abordé justement les républiques pisanes et de Gênes en Sardaigne. Le terme de giudice vient du latin judicex ius dicens, celui qui dit la loi. Car en fait, c'est donc un titre italien, on va dire plutôt sarde, on va le retrouver qu'en Sardaigne, et en Corse justement les giudices, qui est synonyme de roi ou de prince en fait et qui en fait est assez autonome de la papauté. Donc, il faut savoir que dans l'époque médiévale, il n'y a que l'empereur ou le pape qui peut offrir le titre de roi. C'est pour ça que dans certains jeux, par exemple, que j'affectionne beaucoup, par exemple les jeux Paradox Crusader King, il suffit pas, on va dire, d'avoir tant de prestige et d'or pour créer un royaume. Non, il faut avoir aussi l'aval de l'empereur ou du pape pour être un roi. En fait. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez le royaume du Portugal n'a pu être créé qu'à partir du moment donné où le pape a donné son autorisation. Voilà, parce que c'est bien beau de se Aussi. rebeller contre le pouvoir en place et dire non, on réintégrera pas. Mais Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est un peu exactement ça. Voilà. Et donc, ce type de judice, il est spécifique à la Sardaigne. Comme j'en avais parlé précédemment, c'est un héritage de l'Empire romain d'Orient, on va dire, de l'époque où il contrôlait l'île. Alors, le personnage de Giudice Cinarque, il est assez particulier. Parce qu'en fait, il est à la charnière entre cette période des 9e, 11e siècle assez légendaire, où on n'a pas trop de sources. Donc ça, je reviens à la première vidéo où j'avais parlé en introduction de, entre, j'ouvrais les guillemets, période obscure, avec les personnages de Ugo Colonna et de Arrigo Belmecer. Et Giudice est aussi dans la période où on commence vraiment à avoir des sources qui à la fois sont assez sérieuses pour le chroniqueur Giovanni della Grossa, qui est la seule source locale en Corse de l'époque médiévale, et aussi les sources externes qu'on a dans les républiques de Pise, de Gênes, Rome, mais aussi par exemple en Catalogne, avec Barcelone. Donc, en fait, ce personnage, il est pleinement intégré dans la période méditerranéenne. Alors, selon la chronique, là c'est à relativiser, il serait né en 1213, donc bon, ça c'est soumis à caution. Il lui arriverait des histoires, on va dire, mais ça, on va dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit précédemment, transmettrai à Siggy le lien vers la chronique qui a été numérisée, si même vous voulez voir comment c'est décrit. Oui. Ensuite, alors, il faut savoir que dans les études récentes, il semble que Giudice di Cinar soit un soutien de la République de Gênes alors que dans la chronique, il est décrit comme pro-pisan. Donc ah bon. déjà, voilà, il y a des petites différences. Ouais, il y a des petites différences. Mais en fait, les historiens modernes, les historiens contemporains d'aujourd'hui, ceux que je suis moi dans ma bibliographie, ils semblent avoir remarqué qu'il y a certains événements que décrit Giovanni della Grossa ont eu lieu, mais en fait, il faut juste inverser le prisme pour comprendre qu'ils s'intègrent dans des choses réelles, en fait. Je vais donner des exemples après. Ok. Par exemple, à un moment donné, il est dit que Joe Ditunarch ait combattu les Angevins, donc ça on en parlera plus tard, des Angevins, c'est les Français entre guillemets, les Français pour défendre une des cendres Pise. Sauf qu'on n'a aucune trace de Pise qui a été attaquée à cette période, à cette époque par les Français. Sauf que de l'autre côté, on a des traces de Sourtes, de Gênes qui est attaquée par des Français. Donc c'est en fait donc là où dans la chronique il est décrit comme un soutien à Pise, en fait il faudrait plutôt le voir comme un soutien à Gênes en fait en Corse. Ok.
Alors, donc ça c'est en fait, donc ça c'est voilà, c'est le cadre déjà. Il Donc faut en fait, à inverser. chaque fois, il s'est juste D'où gouré de citer. alors oui et non, parce qu'après, il a quand même aussi un projet, comme j'ai dit dans la première vidéo, il a quand même un projet politique plutôt pro-royal que pro-génois, Giovanni. Donc peut-être qu'il a un peu arrangé les choses Ok. selon sa convenance. Voilà. Donc c'est pour ça que, mais voilà, comme on a discuté la première vidéo, les chroniqueurs, c'est quand même des sources d'information, mais il faut des fois relativiser certaines choses qu'ils disent. Ok. Donc en fait, ainsi, donc alors là où on commence à vraiment avoir des sources vraiment claires, c'est-à-dire vraiment historiques, dans le sens, c'est à partir de 1258. Non, les En Angevins, ça va être 1258. les Angevins, ça va être autre chose là. Pour le Oui, coup. voilà, oui, les Angevins, vous inquiétez pas, j'en parlais après, mais vous Vous en allez faites comprendre, pas. c'est un sac de nœuds. C'est Vous allez, encore, voilà, c'est vous encore allez autre chose comprendre. que les guelfes et Oui, oui, et les mais gibelins. Faut pas c'est confondre lié à angevins et ça, c'est gibelins. lié à ça. Ouais, c'est ça, c'est lié à ça et c'est plus tard en Oui, plus, voilà, hein, vous allez dites-nous que de voir. toute façon, il y a un J'ai bordel. préféré. Oui, c'est un peu ça, c'est un bordel. C'est pour ça que j'ai préféré en fait mélanger. J'ai préféré faire chacun plus ou moins en même période que de faire vraiment une partie que la Corse, une partie que en Italie en fait. Voilà. Parce Donc alors, que. en 1200 voilà, c'est ça. En 1258, Giudice est fait chevalier par le Capitano del Popolo. C'est le capitaine de peuple de Gênes, qui s'appelle Giuliem Boccanegra. Alors Boccanegra, qui veut dire tout simplement bouche noire, si vous voulez traduire textuellement. Alors il faut savoir qu'aussi qu'à Gênes, le titre de doge, on connaît beaucoup, en fait n'existe pas encore avant 1339. Donc là, on est quasiment presque un siècle avant. Donc en fait, le capitano del popolo, alors il faut voir, donc on pourrait traduire par capitaine du peuple. Il ne faut pas imaginer peuple dans le sens le peuple, démocratie, tout le monde est beau. Non, le peuple, dans la pensée médiévale de l'époque, ça correspond à, on pourrait dire, les marchands, les artisans, dire entre guillemets la haute aristocratie du tiers-état qui veut rejeter le pouvoir des clercs et le pouvoir de l'aristocratie nobiliaire, en fait. Faut pas imaginer une démocratie. C'est pour ça que quand je parlerai à un moment donné de terre de commune, il faudra pas penser une histoire de communisme ou toute autre chose. D'accord? Là, on est vraiment sur une aristocratie qui se crée et qui veut remplacer d'autres aristocraties, d'une certaine manière. Donc lui, justement, il est fait chevalier. Donc déjà, chevalier, c'est un titre qui est rare en Corse. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il n'y a pas de pouvoir tutélaire, que ce soit de pouvoir fort, royal, aristocratique ou même religieux pour créer des chevaliers. Donc souvent, ils vont chercher un peu ailleurs à obtenir des titres, ces petits seigneurs insulaires. Et donc, au fil des années, Giudice, par cette alliance, il va créer, on va dire, il va solidifier son pouvoir dans l'île. Et en fait, il va tellement revan avancer que, donc là, je crois qu'on est toujours sur la diapositive 10 Oui. avec, les seigneuries de Corse de Giudice Sidipa. Vous voyez que Ah, par le pardon. code couleur qu'en fait, au fil du temps, hein, Non, mais non, j'ai c'est cru peut-être qu'il moi fallait qui me suis bouger. trop avancé. Non, j'ai cru qu'il Non, fallait non, non, bouger. non, non. Ah, excuse-moi, OK, d'accord. C'est que moi, voilà, je suis lancé dans je peux pas Vas-y, vas-y. vérifier, que je aille trop vite. Mais donc là, vous voyez que par le code couleur qu'en fait, il avance au fur et à mesure des années, il solidifie son empreinte. Parce que comme j'ai dit, il y a plein de petites seigneuries, donc il doit les allier, il doit soit les avoir par diplomatie, soit par la guerre. Donc voilà, il doit faire un vrai travail pour solidifier en plus ce pouvoir, d'accord, et gagner des puissances. Bon, bien sûr, il a le pouvoir de Gênes, mais Gênes ne peut pas non plus être partout pour l'aider. Elle est même de son côté, elle a aussi des affaires en cours. Donc c'est pour ça que quand on a un appui d'une puissance extérieure, c'est compliqué parce que cette puissance extérieure ne peut pas être tout le temps là derrière vous pour vous aider. Et c'est aussi, encore une fois, c'est ce qui démontre aussi que les fameux pouvoirs extérieurs, c'était compliqué. C'est Et voilà, c'est ça. d'intervenir directement sur place et de dire oui, oui, mais c'est moi qui gère ici. Ouais, c'est ça, parce qu'après, une fois que vous partiez, tout le monde repart comme si vous n'étiez pas là, en fait, parce qu'ils n'ont pas la capacité financière et même de personnel pour gérer le pouvoir à leur place. Et donc, en fait, en 1264, une fois que Giudice di Cinarca on va dire, solidifié son pouvoir dans l'île, il va convoquer 9 d'août en Corse, tel que le décrit Giovanni della Grossa. En fait, c'est une assemblée populaire où les seigneurs élisent le comte de Corse, et ce dernier, une fois qu'il a été élu par les autres seigneurs de l'île, ou les petits seigneurs qui ont toutes les petites seigneuries, en fait, il va être acclamé par le peuple.
en fait, ce comte de Corse. Donc à la fois, donc le comte de Corse, c'est un titre qui est assez particulier parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est comme une sorte de duc ou de comte, par exemple le comte de Toulouse, où il a tous les autres, une fois que vous êtes devenu comte, tous les autres se prosternent devant vous, vous êtes des vassaux, ils n'ont pas le droit de se rebeller contre vous. Donc, je rappelle qu'en droit féodal, quand vous vous rebellez contre votre suzerain, vous êtes passible de traîtrise, et là, on peut tout vous faire, hein, même l'excommunication, ce genre de choses, d'accord? Ouais. Donc là, ici, en fait, le titre de Corse, de comte de Corse, il n'offre pas cette opportunité de pouvoir sur les autres. En fait, on pourrait le dire d'une certaine manière, moi, c'est en tout cas mon analogie que je pourrais faire, c'est qu'il devient, entre guillemets, le premier de ses pairs. Ok. C'est un peu une certaine manière. Voilà, il est le comte de Corse, donc bon, s'il te dit un truc, il faut lui obéir, mais bon, tu n'es pas obligé de. Enfin, si à un moment donné tu te sens assez puissant pour le remettre en question, ça va pas t'empêcher de le combattre pour prendre à la place ce poste pour lui, pour toi, pardon. Ok. Donc c'est assez particulier. Et donc ça et donc en fait, quand il est élu comte de Corse, on lui transmet ce qu'on appelle la baguette, donc une baguette, on pourrait traduire tout simplement, qui est alors dans les sources c'est pas clair. Moi j'ai lu par exemple que ça pouvait des fois être un rameau d'arbousier. Donc arbousier c'est une plante du maquis qu'on a chez nous. Et donc en fait qui symbolise en fait son titre de comte de Corse, un peu comme tout à l'heure dans la vidéo précédente. Voilà, le sceptre, c'est exactement ça en fait. Parce qu'on est souvent il faut savoir que dans les statuaires, ça date même de l'Antiquité, on a vous connaissez sans doute tous ce tableau de Charlemagne qui bien sûr n'est pas d'époque médiévale, mais où il y a le sceptre avec le sceptre, pardon, le sceptre qui est le bâton, on va dire. Bah, le bâton de l'office de l'office de voilà, la charge. c'est ça. Et de l'autre côté, il y a la boule avec la croix dessus qui représente, voilà. Donc ça, ouais, et pour faire une analogie encore plus ancienne, justement, par les Égyptiens avec le pharaon qui avait justement, je crois, un fouet et un crochet. Oui. Enfin, voilà, tous les petits symboles de pouvoir en fait. Enfin, pas Donc un la crochet, baguette, c'est le symbole. Ah oui, oui. C'était un sceptre. Ah, il me semble que c'était un mot. Oui, Ouais. c'est un sceptre Voilà. aussi. Voilà, c'est de berger, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà, je suis allé un peu loin quand j'ai dit gros. Mais il avait effectivement donc, voilà, un la truc baguette, circulaire aussi sur sa couronne ça. qui représentait le Et alors, soleil de Ra. c'est ça. Et donc en fait, voilà, le comte de Corse obtient cette, on va dire, il n'a pas de couronne, il n'a pas de bague ou d'autres choses, du moins tel qu'on le sait des sources. Il aurait eu ce symbole de pouvoir. Et en fait, il va même se déclarer aussi seigneur de Corse et donc se concilier aussi tous les seigneurs du nord de l'île, qui eux étaient plutôt pisans. Oui, En fait. effectivement. Donc il va devoir jouer avec le fait que bon, il est pro-génois et les autres sont plutôt pro-pisans. Donc il va devoir jouer avec ça. Ouais, Donc là, maintenant, apparemment, il y a un léger territoire au nord qui oui, a la l'air. seigneurie d'Amar, si je dis pas de Oui. bêtises. Ouais, Oui, oh, c'est du bizarre Cap-Vert. ça, dis donc. Vous Ouais, auriez pas fait construire voilà, un gros château récemment? oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Excusez-moi, je me suis mouché. Oui, alors oui, c'est ça. Donc en fait, comme je disais, en fait, il y a certaines seigneuries, elles arrivent à tenir, sachant qu'en plus, la seigneurie d'Amar, elle devient très riche parce que elle est en plein du Cap Corse, donc elle contrôle le commerce qui passe par là. Parce que bien sûr, tous les bateaux qui passent non loin de ses Ah côtes, bah oui. le seigneur peut mettre une taxe. C'est pour ça que la seigneurie d'Amar, elle va devenir extrêmement riche en fait. De même qu'aussi Bigoulia, Bonifacio, donc tout au sud, la cité qui est génoise à l'époque, vivra beaucoup de la piraterie. Parce qu'aussi à l'époque, les Génois, quand ils avaient des petites cités, ils en profitaient bien pour faire de la piraterie contre les seigneurs qui étaient contre eux, mais aussi contre les pisans. Donc en fait, il faut imaginer qu'il n'y a plus de pirates barbaresques comme à une certaine époque de Charlemagne, mais il y a des pirates qui se font la guerre entre eux, on va dire, suivant les intérêts de leur cité. C'est plus des proto-corsaires, quoi. Mais c'est ça. Et alors c'est parfait que tu me parles de ça parce que dans la chronique de Giovanni della Grosse, il émet la théorie de l'origine du nom de Corse. Alors c'est très débattu, sans doute on ne saura jamais, mais une des théories que là il a lui, c'est que viendrait du nom de l'origine de terre de corsaire en fait. Ok. Ben, voilà. D'où aussi après Le terme corsaire. le drapeau. Voilà, c'est ça. Voilà, peut-être après. Hein. Donc ça, c'est toujours soumis à interprétation. Voilà, Voilà, c'est et ça. pas C'est. Ouais. voilà, ça relativise ce que je vous dis. Donc là, maintenant, tu peux passer à la diapositive suivante. Et là, normalement, on revient en Italie en terre firme, du moins en terre ferme. Avec Charlot. Les fameux Angevins. Voilà, Les fameux les Angevins. Angevins, l'Anjou. Alors, Bonjour Angers. donc là, si je ne dis pas,
Voilà, donc si je ne dis pas de bêtises, normalement, dans la première diapo, du moins dans cette première diapo, vous avez une belle petite statue, en haut, de Charles d'Anjou, Oh là avec là. son petit blason. Charles d'Anjou, Alors, belle appelé statue. aussi le carré. Oui, oui, c'est ça. Alors, vous voyez que moi, ça me fait plaisir parce qu'enfin, je peux mettre un visage sur les noms que je parle depuis tout à l'heure. Le Alors, cube. c'est bien beau d'avoir des fresques ou des miniatures, mais bon, c'est des statues, c'est un peu plus de classe. Alors, donc ce fameux Charles d'Anjou, c'est un certain personnage. C'est pour ça que j'ai quasiment, voulu en faire, une vidéo, à part entière. Alors, il faut savoir que on est après la mort de Frédéric II à Hochthofen et la mort de son héritier direct, Conrad. Donc le parti gibelin est explosé. Il ne reste en pouvoir «fort» entre guillemets gibelin dans cette région du monde que Manfred, qui a le sud de l'Italie, on va dire. Qui a le sud de l'Italie avec le royaume de Sicile, Évidemment, d'accord? ça casse les Mais alors couilles à un certain monsieur à Rome. voilà, le pape. Sauf que lui, non content d'avoir les empereurs qui sont morts et avoir le début de ce qu'on avait appelé le grand interrègne, lui, bon, il se dit bon, on a quand même un ennemi au sud. Donc qu'est-ce qu'il J'aurai va la faire? En peau fait, de le pape. toute la famille, même les bâtards. Alors, c'est alors, t'es pas si loin de la vérité, tu vas voir après, parce que c'est pas fini. Je vous ai tous fait Parce que buter. justement, Il y a lui, il reste. ouais, Je ben, le veux après, aussi. parce que attends, les diapos, je crois que justement les diapos, j'ai fait exprès de cacher parce qu'il va se passer des trucs un peu sales. Alors, le pape au début, donc on est aussi en France. Alors pour donner une idée, en France, on est à la période de Saint Louis, donc le Louis IX. Oui. Au début, Louis IX, lui, le pape propose, de ce que j'ai cru comprendre, propose à Louis IX de dire bon bah je t'offre le royaume de Sicile. Et Louis IX dit non, le royaume de Sicile appartient à la famille à Hochthofen, je n'ai aucun droit dessus. Comprenez, Attendez, va chier. Voilà. comprenez par là. Écoute, je sais pas trop ce qui va se passer à la fin de l'interrègne. J'ai pas foncièrement envie de me taper le Serge dans la gueule dans 10 ans. Bah, peut-être, mais même aussi, mais après il était très légaliste, hein. Déjà, Saint-Louis était Oui, très croyant, mais c'est vrai aussi qu'il très était légaliste. hyper légaliste, hein. Par contre, ça l'aurait Ouais, bien c'est ça, aidé. parce que Ça l'aurait bien aidé pour le siège de Tunis. oui, ça aussi. Bah, ça, bah, tiens, le personnage qui arrive après, il est aussi à Tunis. C'est Donc, con ça. il a, voilà, le pape, justement, le pape, le souci. Donc, il dit bon, bah, le roi ne veut pas, bah, on va demander à quelqu'un d'autre, on va demander au frère. Donc, le Charles. Alors, Charles, en plus, lui, Charles d'Anjou, il va avoir ce que j'ai surnommé le mariage du siècle, parce qu'en fait, le Charles d'Anjou, il va se marier avec l'héritière du comte alors, je crois que c'est duché ou comté de Provence, je ne me rappelle plus le Ah titre, oui. mais en tout cas, la Provence. Et alors, donc, ce qui va faire que tout le royaume de France va avoir un énorme débouché sur la Méditerranée. Et je rappelle qu'aussi, on est à la période des croisades. Et les croisades, comment on fait pour aller en Terre Sainte? On a les bateaux. Et qui c'est qui a les bateaux? Bah, Les républiques c'est les marchandes. républiques marchandes. Et je peux te dire que putain, Ils font payer, voilà, tu c'est penses ça que qu'ils ton font payer. péage il Donc, coûte cher? Crois-moi, mon ref, là, c'est tu ça. casses qui est cher, hein. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que Saint-Louis va créer par exemple la cité d'Aigues-Mortes, pour essayer de se créer un pied-à-terre en Méditerranée et commencer à créer une flotte. Et donc là, justement, avec la Provence, c'est parfait. Sachant qu'en plus, la Provence, je n'en ai pas parlé, mais elle est aussi liée à la couronne d'Aragon, le royaume d'Aragon. Donc tout le royaume d'Aragon va perdre, en plus, on est aussi à la période, au Ouais, début une du bonne siècle, partie 50 ans méditerranéenne. avant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, aussi, il faut pas oublier qu'au début du siècle, du XIIIe siècle, il y a la croisade contre les Albigeois. Et le royaume d'Aragon avait de l'influence dans toute l'Occitanie et le Hmm. Languedoc. Donc il va la perdre. Et il va perdre quelques décennies plus tard, en plus, la Provence. Donc il va perdre quasiment toute cette partie méditerranéenne qui va faire qu'il va se reconcentrer vers le sud, vers Valence, et aussi vers les îles. Voilà, choisissez Ça bien quand vous va. faites des mariages, hein. Vous pouvez niquer des gens comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, mais après, et avoir des gros soucis pendant plusieurs générations. Ça, Donc il y a ça, Charles d'Anjou ça, qui c'est dit le ah, retour sur chouette. investissement. Ouais, c'est ça. Charles d'Anjou, là, il se dit bon, chouette, le pape, il m'offre un couronne. Donc alors, la couronne d'Aragon, ça j'en ai dit. Alors, pourquoi le pape, il se permet ça? C'est qu'en fait, le pape, il se considère, comme on l'a dit, Au-dessus. supérieur à l'empereur, au-dessus. Il va faire ce qu'on appelle du césaropapisme. Donc, il est supérieur à l'autorité de n'importe qui. Donc, je distribue les titres comme je veux. En plus, là, bon, ça lui sert d'excuse. Il peut dire oui, en plus, Manfred, tu es un fils illégitime, bon, t'es bien gentil, mais voilà. Et Bref. puis ça arrange bien Donc, comme Saint-Louis qui dit bah d'un point de vue légal, moi ça me fait chier et j'ai un petit truc, mais par contre toi t'es mon sans frère, fais doute, ce que tu veux. oui. Sans doute. Sans doute qu'aussi, voilà, c'est ça. En plus, on va voir le personnage que c'est, hein, parce que lui, c'est dans le genre avec les dents longues, c'est un smilodon, hein, Tu sais, Charles puis, d'Anjou. tu sais, puis, Euh, puis en plus du coup, là, il doit lui dire bon écoute, vas-y,
Honnêtement, avec le coup du ciel, avec le casque que tu viens de faire sur l'Aragon, là, vas-y. C'est... Let's C'est go. ça. Donc là, tu peux passer tu peux avancer cette diapo. Normalement, tu as 2 images qui arrivent, 2 petites enluminures. Ah oui, tiens. Alors, elles sont la connues, première en qui est plus. en... Oui, c'est ça. Je crois que tu dis pas de bêtises, c'est la chronique de Saint-Denis. Je dis pas de bêtises, je crois, hein, la source. Qui est juste histoire d'illustrer pour ce soir. Donc c'est le couronnement en haut, c'est le couronnement de Charles. Donc vous voyez que Charles, il prend son petit bateau, il va directement à Rome, il se fait couronner. Alors il prend pas le bateau en vrai, il passe par l'Italie. Donc en plus, vu que le pape lui offre une couronne, il va devenir à fond pour le parti guelfe contre les Gibelins. Et donc il va en profiter pour tabasser toutes les villes et toutes les bourgades gibelines sur son passage en fait. Donc ramasse, voilà, distribution de tartes au passage. Donc il se fait couronner à Rome en 1266, et ça va aller très vite, hein, parce que au niveau des dates, ça va s'enchaîner très vite. Alors, il est couronné à Rome en 1266, il descend dans le sud, il fait la bataille de Bénévent en 1266 contre les forces de Manfred. Alors, ce dernier, il se fait tuer durant la bataille. Alors, comment il se fait tuer? Alors, il faut savoir qu'on est quand même à une époque où se faire un roi ou un grand seigneur qui se fait tuer au combat, c'est pas non plus très courant. Il y en a au cours du siècle, il y en a quelques-uns, mais généralement ils sont capturés ou ils sont blessés, ils sont assez blessés parce que bon, bien sûr, la rançon c'est même plus frais. Et puis bon, on va dire autant du paysan qui se massacre, le massacre, on s'en fout, autant de tuer ses confrères, ses cousins, on va dire c'est la même famille presque. Donc pourquoi Manfred meurt? Parce qu'alors il décrit dans la bataille que en fait avec sa cavalerie à un moment donné il essaie de protéger un pont et il se fait prendre par revers et donc il se fait massacrer par cet encerclement. Donc déjà, bon, ça la fout mal. Et ensuite, alors, arrive, donc Charles d'Anjou, il sécurise son pouvoir en Sicile, en Italie continentale. Et en fait, à un moment donné, va rentrer un autre personnage qu'on a oublié, le petit Conradino. Le petit Oui. Conradino, il a un peu vieilli. Alors, il a un peu vieilli, mais pas tant que ça. Alors, il Pas a 16 assez, en ans. tout cas. Dommage. Alors, en 1268, donc 2 ans après que Tonton qui ait usurpé au passage le royaume de Sicile, parce qu'à la base, Conradino, c'était lui qui était le roi de Sicile, mais le tonton Manfred, il a dit non, non, c'est bon, je le récupère pour moi. Voilà. Donc le karma, il revient. Enfin, quoique, quand je vois tout ce qui arrive à la famille, je sais pas si c'est vraiment du karma. Je sais Salut, pas ce qu'ils ont je suis mérité. Charles d'Anjou. Voilà. Appelle-moi Karma. Ok, ouais, alors attends, t'es pas dire. Attends, j'ai un verre de Dante Alighieri à la fin, tu vas voir. Ah oui. Alors, donc justement, à 16 ans, Conradino, avec son ami, le Frédéric Ier de Baden-Baden. Alors ça, si vous faites un peu des recherches sur l'époque médiévale, vous connaissez sans doute un document que je vais citer qui s'appelle le Codex Manèse, qui est un beau manuscrit avec des personnages du XIIIe, XIVe siècle. Et justement, sur ce codex, il y a des représentations de Conradino. Donc tout à l'heure, par exemple, dans la vidéo précédente, quand j'ai présenté le blason de Conradino, avec la petite croix noire sur fond d'or, eh ben, il vient de ce codex-là, Ok. cette représentation de son blason. D'accord. Et donc, une partie de sa vie, de son histoire est racontée justement dans ce codex. Alors, donc, à 16 ans, avec son ami Frédéric Ier de Baden-Baden, il va batailler pour obtenir du soutien des autres du parti guelfe, parce qu'en fait, le parti gibelin, parce que le parti gibelin dit tiens, notre seigneur, vous êtes enfin voilà, on est pourquoi on se bat, donc venez chez nous, seigneur, pour nous aider. Donc il arrive à amasser un peu des forces, mais le problème c'est que donc il arrive quand même à Rome et à bien remonter à tataner, on va dire le pape. Alors tataner dans le sens du terme, bien sûr il va pas tuer un pape, hein, ça se fait pas. Alors autant un empereur qui se fait tuer, Ça assassiner encore ou c'est possible, empoisonner, mais ça peut putain, quand tu exister. tombes sur le pape, Voilà. personne Le- lève la main dessus, non, quoi. le pape, non, bon. Et autant le pape, tu peux l'emprisonner, voilà, l'insulter ou ce que tu Tant veux, mais qu'il est bon, voilà, vivant, ça voilà. va, mais si tu le butes là, par contre, Voilà, tout le monde te regarde et voilà, fait c'est ça. Bro, what the Voilà, c'est ça. fuck? C'est ça. Donc, donc il arrive à Rome le 24 juillet 1268 et il arrive à prendre la cité, alors sans combat. En fait, il ouvre tout simplement. Les Romains lui ouvrent la cité et il va descendre très vite dans le sud. Donc le problème, c'est qu'un mois plus tard, le 23 août 1268, a lieu la bataille de Tagliacozzo. Et la bataille de Tagliacozzo, c'est une défaite pour lui. Et là, tu veux passer à la suite de la diapositive. C'est une autre illustration. Ah! Ah oui, on reconnaît Oui, bien. voilà. Ah, on reconnaît bien la belle mâchoire de Charles.
Alors là, normalement, si je dis pas de bêtises, tu es sur la diapositive, on voit l'exécution de Conradino. Ah, effectivement, oui. Donc alors, il est fait prisonnier et en fait, il est exécuté sur ordre direct de Charles d'Anjou. Mais d'ailleurs, c'est Charles Le d'Anjou qui est représenté avec 29 l'épée dans son dos pour l'exécuter. Alors je sais pas, c'est une bonne question que je me pose, j'ai pas fait attention à ce Parce détail-là. qu'il a pas de barbe sur la Possible. statue qu'il a, et tu vois qu'il a déjà un certain âge. C'est une bonne remarque, hein, je ne m'étais pas posé la question, je pensais que c'était un simple exécutant, mais c'est possible. Et je pense pas qu'il porterait une lance s'il était en face, tu vois. Là, on dirait plus des hommes Là, d'armes. Ouais, à côté c'est les hommes d'armes et en plus on reconnaît le blason de la famille d'Anjou. Moi, je me demande si c'est pas avec les Charles qui est représenté Possible. littéralement. C'est possible, parce qu'en plus, Parce que c'est comme- pareil, comme j'ai dit- parce qu'il a la même coiffure en plus. Hein. possible. Parce qu'en plus, comme j'ai dit, c'est lui qui donne l'ordre direct de l'exécuter. Et donc ça, c'est une illustration de la Nuova Cronica de Florence. Je rappelle une chose. Un roi qui exécute un noble directement, choquant. ordre direct, ça ne se fait jamais. Ou alors, on le fait dans la bataille. Et voilà, surtout, dans la bataille, on dit une petite flèche par-ci, un petit couteau par-là, voilà. Et mais surtout, caché. on va rappeler un truc. Hein. Là, il le fait sur une place. Et on va surtout rappeler un truc. Charles d'Anjou, il est français. Alors voilà, c'est ça. Et la France a quand même créé le système de rançon, de chevalerie et donc de rançon à plan. Donc effectivement, un Français qui... Enfin, plus encore, hein, donc un seigneur français qui en exécute un autre. What the fuck? Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus, Conradin, je le rappelle, il a 16 ans. C'est pas, Voilà. c'est pas un blessé, voilà. Et en plus, pour te dire, il n'est pas le seul à se faire exécuter. Quasiment tous ces petits seigneurs, ses amis, donc par exemple Frédéric de Bade, que j'ai dit tout à l'heure, qui lui a 19 ans, et qui lui aussi, le pauvre, se fait aussi exécuter, ils y passent tous. Ils sont, je crois, une 7 ou une dizaine à peu près à se faire exécuter. Ça va choquer tout le monde. Et alors quand je dis tout le monde, c'est même le parti Guelf, même les ultra Guelf vont se dire oula, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que là en fait ils ont fait rentrer le loup, un loup encore plus vénère dans la bergerie. Charles il a juste décidé de reboot absolument la noblesse, tout son nouveau royaume. C'est ça. Et alors, juste pour dire, donc là j'en profite parce que Dante Alighieri, qui est pourtant Guelf, l'évoque dans la Divine Comédie au chant, alors c'est très précis parce que je l'ai cherché, j'ai réussi à le trouver, au chant 20 du Purgatoire, dans le manuscrit Charles Martel, donc c'est le vers 67 à 68, Charles vint en Italie et pour amende fit de Conradin une victime. Donc en fait, ce chant-là, c'est pour c'est une critique de Charles Martel de toute sa dynastie. Ouais. Et en fait, donc là, Dante, c'est bon. En fait, voilà. Donc ça, je te dis, ça fait un cataclysme pour se dire, ouh là là, le personnage qu'on a fait venir. Sachant qu'en plus, il va plus se sentir, entre guillemets, il va plus se sentir pissé, après sur la face. Ah non, il va plus se sentir pissé parce qu'à un moment donné, il va se revendiquer roi d'Albanie, il va vouloir être roi de Hongrie. Mais Charles, mais calme-toi. T'as déjà l'Anjou, t'as déjà la Provence, t'as déjà la Sicile et le sud de l'Italie. Mais calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Après aussi, j'en profite, je rappelle aussi que quand je vais parler de français pour la suite des événements qui arriveront, bien sûr, je parle de l'aristocratie française qui vient du nord de la Loire. Lui, c'était surtout des Provençaux, des Languedoc, alors il devait y avoir quelques Français, mais quand je dis français, voilà, c'est pas des vrais, entre guillemets, des Français, ils parlent le français, non, ils parlent le provençal, ils parlent le Languedoc, l'arpitan, voire l'italien, ce genre de langue, voilà. C'est la faction, on va dire, la faction autour. Sachant qu'en plus, Charles d'Anjou, quand il arrive, il va massacrer ou il va remplacer toute l'aristocratie normande du royaume de Sicile. Chose que les Hochstaufen avaient gardée. C'est-à-dire les grandes familles italiennes qui descendaient pour certaines de la conquête de Robert Guiscard de ce royaume dans le sud de l'Italie. Lui, il va les remplacer par que de l'aristocratie française, en fait. Un peu pour certaines choses, un peu ce qui s'est passé des fois pour le Languedoc, on va dire, avec la croisade contre les Albigeois. Relativiser parce que c'est pas non plus un grand remplacement et certains seigneurs sont fait remplacer, mais en Italie ça va être profond, ça va être violent, littéralement ouais non là c'est chaud quoi, tout le monde a été viré c'est chaud. Ce qui va expliquer des choses qui vont lui arriver après à sa dynastie parce que lui il va mourir un peu. Donc là je reviens sur la Corse, voilà, donc il s'est passé des choses et là on est juste un peu plus ou moins à cette période.
Donc pour en revenir en Corse, donc là tu peux passer à la diapositive 12 avec les seigneuries. On retourne sur les seigneuries de Giudice et Cilarca. Oui. Alors, à partir de cette période, en fait, on sait que en 1269, Giudice doit fuir à Gênes, car en fait, il y a une expédition de Pise pour soutenir leurs soutiens locaux, c'est-à-dire les seigneurs pro-pisans, et en fait, il perd tout son pouvoir. À chaud. Sauf qu'il réussit à revenir. En fait, c'est une chose qui va devenir récurrente. En fait, il part à Venise, pardon, que je dis à Venise, à Gênes, et en fait, il va réussir à revenir un an plus tard, en 1270, et récupérer sa seigneurie avec le soutien de la cité ligure. Ah ouais. En fait, mais ça va bon, devenir assez. ça, quand ça arrive, c'est jamais bon. Ouais. Voilà. Quand la cité marchande de Gênes t'aide à faire un truc en général, t'as une dette. C'est ça. Et en fait, on revient un peu à ce qu'on j'ai déjà évoqué plusieurs fois durant ces différentes vidéos. C'est aussi, on passe des seigneurs qui veulent se servir d'une puissance externe dans leurs affaires locales à des seigneurs qui, en fait, deviennent le rouage d'une lutte entre autres puissances. Donc, en fait, ils vont être broyés par la mécanique entre des puissances qui sont bien plus grandes qu'eux-mêmes, en fait. Donc, ils vont devenir des appuis locaux, mais qui peuvent être remplacés ou qui peuvent être broyés par des conflits entre grandes puissances. Okay. Ah, et aussi petit aparté que j'ai noté dans mes sources, quand même je me modifie, parce que tout à l'heure on en a un peu parlé avec les fils illégitimes de Frédéric II. En Corse, de ce que j'ai cru comprendre de mes lectures, il y a encore le principe de concubine. Voilà. Okay. Donc le principe de oui, la femme, une seule femme, oui, bon voilà, les seigneurs corses, ils ont l'impression que c'est pas très. Voilà, c'est pour d'autres. Et en fait, les fils sont illégitimes, sont assez courants. Et ils sont pas forcément mal vus dans l'île. Ok. Ils sont pas forcément. Disons qu'à partir du moment où un village se cantonne à 10 personnes, oui, j'imagine que les mecs. Alors, il y a quand même un peu plus. Mais alors, oui, c'est vrai qu'on n'est pas encore à la peste noire, donc on n'est pas encore redescendu à 150 000. C'est ça. Et comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, il y a quand même des échanges entre les villages, parce qu'il y a beaucoup de population, de commerce entre les villages. On est sur une société agro-pastorale, donc il y a les bergers. Ça s'échange entre cousins, très bien. Oui, c'est ça, c'est genre notre grand cousin. Et après, il y en a qui partent en Italie, et ainsi de suite. Mais c'est surtout qu'en fait, voilà, donc il y a plein de petits seigneurs qui vont expliquer en fait que le morcellement des seigneuries que j'avais présenté précédemment dans l'autre vidéo avec les différentes familles qui se répartissaient la Corse, ont fait que ça va exploser en fait. Chacun aura son petit château et chacun voudra la part du gâteau de la seigneurie. En fait, donc ça aura aussi des conséquences. Et alors, pour en revenir à Giudice, parce que Giudice va avoir plusieurs de ses fils illégitimes, justement, mais ça aura un impact sur la fin de sa vie. Okay. Donc en 1273, alors là, justement, on en revient à ce que j'expliquais en début avec la source entre pro-pisans ou pro-génois. En fait, en 1273, on sait que Gênes a été assiégée par Charles d'Anjou. Que Charles d'Anjou, en fait, il est revenu dans le nord, il est revenu aussi taper. Charles, il s'est dit, ouais, bon, attends, j'ai le sud de l'Italie, j'ai la Provence, viens, je fais une unification, quoi. C'est presque ça. Ah oui, il a voulu même devenir duc ou prince de Toscane, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. Je crois, me souvenir. Donc voilà, il se sentait plus pété, il voulait se faire un royaume d'Italie, tout simplement. Et en fait, en 1273, donc il assiège Gênes, et on pense que c'est à ce moment-là que dans la chronique, justement, quand il est dit que Giudice va soutenir contre des Français une cité, ben ce serait à ce moment-là, en fait. Vu que Giudice est retourné en Corse, il a rétabli sa seigneurie. Donc tu venais de nous expliquer que Giudice, du coup, était allé défendre, effectivement... Oui. Gênes, contre Charles d'Anjou. Yes. On pense, voilà, du moins on pense que dans la chronique, quand il est dit qu'il défend une cité italienne contre des Français, on pense que ça pourrait correspondre à ça, parce qu'il est allié à Gênes, et on sait qu'à cette période-là, Charles d'Anjou assiège Gênes, donc il n'est pas illusoire de penser qu'il aurait envoyé un petit contingent pour aider la République, ou voir lui-même, il serait allé. Sauf que, alors, je disais aussi que après, c'est durant cette période que Gênes se permet de créer des petits points d'appui dans l'île avec Castello Lombardo, le petit château qui donnera plus tard à Ajaccio, et ensuite étendre le territoire de Bonifacio dans le sud, et aussi prendre le contrôle de Calvi, c'est ça. Voilà. Donc en fait, tous les petits points d'appui. Ça vous dérange pas, à côté de vos châteaux, on va mettre nos châteaux.
Oui, c'est ça. Bah, après, ils en profitent parce que il a donné son aval, parce que justement, ça lui permettait aussi d'accroître le commerce avec la République et aussi parce qu'il a on va dire, tous des liens qui se créent avec ces dynasties. Parce que déjà, on rappelle aussi, dans le Cap Corse, la famille d'Amar est génoise d'origine, Oui. même si elle devient corse, on va dire, par le Cap Corse, mais elle garde le lien avec sa cité Oui, donc mère, on va dire. ça lui permet quelque part de resserrer les liens avec Damar, qui était un petit peu Et donc, alors, j'ai pas de trace. le village Astérix du coin, quoi. Mais c'est ça. Alors, ça, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, les Damars reconnaissent son pouvoir sur la Corse. Parce que, bon, ils disent, bon, on est dans notre coin, tu viens pas nous embêter, mais on veut bien te considérer comme le seigneur de la Corse, en fait. C'est ça. C'est toujours le principe voilà, que je présente Oh, depuis c'est un tout à l'heure. territoire perdu de la République, pardon. Ouais. C'est ça. Ben, c'est un peu ça, du moins pour eux. Et alors, donc le problème, c'est que par contre, à partir de 1277, il y a des traces comme quoi il commence à avoir des tensions entre la République et Giudice. Parce que la République commencerait peut-être un peu trop à s'immiscer dans la politique insulaire. Bah, Pardon, oui, excuse-moi. forcément, avec des nouveaux châteaux, des cités qui doivent peut-être C'est bouffer un ça. peu son commerce au passage. C'est ça. Et donc, en fait, on sait que à partir de 1282 à 1283, c'est la rupture. En fait, il y a une rupture entre lui et la République, et il commence même à attaquer, à harceler la colonie de Bonifacio. Et, chose qui est encore plus grave pour Gênes, il s'allie à la République de Pise. Oh là, oui. En fait, retournement d'alliance. Et là, c'est un casus belli pour les deux républiques, en Bah, fait. forcément. Parce que là, on a le seigneur omnipotent de la Corse qui choisit l'autre côté, sachant que je n'ai pas présenté. Gênes et Pise sont aussi en compétition en Sardaigne. Parce que en Sardaigne, il y a par exemple la dynastie des Doria, grande famille génoise, qui aura aussi un grand rôle durant l'époque moderne, par exemple, mais qui est aussi présente, qui a des implantations en Sardaigne. Et les Pisans également la même chose. Donc il y a aussi une compétition. Il faut savoir qu'en fait, Gênes, donc Gênes et Pise, c'est des républiques plutôt aristocratiques, et il y a des seigneuries. Il y a des grandes familles qui veulent se créer leur propre petite seigneurie pour devenir des seigneurs comme des ducs, des comtes et autres. Je donne un exemple, c'est par exemple la dynastie des Grimaldi. Les Grimaldi Oui. sont à la base de Gênes. Donc justement, tout de Monte Carlo, c'était une principauté, d'où le terme aussi de principauté, de prince en fait. Pas de comte, de duc ou de roi, de prince en fait. Pour ça, donc toutes ces petites familles, des Damar, des Doria en Sardaigne ou autres, veulent faire comme on va dire, on fait les monnaies, la dynastie de Monaco en fait, de certaine manière. Oui. Et donc, à un moment donné, Giudice donc, se retourne contre Gênes, choisit le camp de Pise, et c'est la guerre. Parce que là, maintenant, les tensions toute la période que j'ai présentée dans les vidéos précédentes, ça continue. Ils font la guerre, ils font des fois des vraies guerres, mais des fois c'est des guerres de course. Mon corsaire a pris ton bateau et ainsi de suite. Donc c'est un couteau tiré, c'est une sorte de guerre froide. Et arrive une période, on dit une date, on va dire une bataille décisive, mais même si je mets le guillemet sur bataille décisive. Pise est quand même en déclin, Gênes à la dynamique et Pise est un peu en déclin par rapport au siècle précédent, c'est la fameuse bataille de la Meloria, donc la bataille de 1284. Alors, c'est selon la chronique du Templier de Tyr, donc qui est un chroniqueur qui décrit cette période, donc ça c'est une source externe à la Corse, c'est vraiment son nom, hein, chronique du Templier de Tyr. Ok. Ce serait justement à cause du retournement d'alliance de Giudice que ça aurait enclenché le conflit entre Gênes et Pise. D'accord. Donc, pour expliquer rapidement, en fait, c'est une bataille qui a lieu non loin du port de la cité de Pise, et c'est une catastrophe pour Pise. La flotte est quasiment détruite. Et donc, pour une cité maritime, c'est une pour une cité catastrophe. maritime, en plus, c'est devant ton propre port, donc. Voilà, c'est ça. Donc Voilà, tout le monde le voit. c'est ça. C'est sous ton nez, Tu à peux ta même- barbe. Tes gars, ils étaient pas partis loin, donc ils étaient frais et dispo. C'est ça. Et là où, contrairement à un moment donné où il y a eu, par exemple, un siècle plus tard, la guerre entre Venise et Gênes, où Venise a réussi à se redresser, parce qu'à un moment donné, je crois que c'était la guerre de Chioggia, il me semble, où Gênes a failli détruire aussi Venise. Ben, justement, Venise a réussi à se relever. La Pise n'arrivera pas à se relever. En fait, Pise est quasiment hors jeu maintenant. En fait, c'est ça. Alors, la notion de bataille décisive est très discutée en histoire.
mais c'est quand même Bah, en fait, un énorme coup. c'est décisif sur l'avenir de Pise, parce que comme elle a plus de C'est ça, flotte, elle peut plus commercer, c'est ça, elle peut plus protéger c'est ça, ses comptoirs, donc c'est ça. elle perd Elle peut pas, conséquemment la c'est ça, Sardaigne et la Corse mathématiquement. c'est ça. Ouais, non, c'est chaud. C'est en fait, c'est ça, elle peut pas se relancer en fait. Et en fait, aussi pour la petite anecdote, chose que j'ai découverte aussi en préparant cet entretien, l'amiral de la flotte génoise qui bat la flotte de Pise à la bataille de la C'est un Meloria, Pisan retourné. c'est le fils. Non, pas du tout. Ah non? C'est le fils d'Ansaldo Damare, Oh, putain. à la mano Damare. Oh la Donc, vache! voilà. Oh la famille Donc, en fait, d'Amaret, dès qu'ils peuvent mettre des calottes c'est sur ça. la mer, ils le font! C'est ça, d'où le nom, hein, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est le fils qu'on rappelle. Alors là, j'ai pas de. Y'a pas besoin de enfin, j'ai regarder pas Game of réussi à Thrones, trouver. les gars, hein, roi du sel Non mais, génois, là, c'est non. ça, c'est ça. Donc en fait, et en plus, il faut savoir qu'à cette époque, durant cette guerre, Pise, elle avait réussi à contracter une alliance avec Venise et avec la couronne d'Aragon. Donc la Mais- couronne d'Aragon et Venise n'ont même pas eu le temps de n'ont pas eu le temps d'intervenir pour l'aider. Donc voilà. Et donc en fait, entre 1289 à 1300, Giudice se retrouve seul en Corse. Il a plus de soutien de Oh là Pise là. et il doit batailler contre Gênes. Alors, il arrive à tenir en respect la République. Alors, quand je dis République, bien sûr, Respublica, voilà, le principe République oligarchique, aristocratique, comme je le disais, hein. Donc, il arrive à la tenir en respect, même si, par exemple, on sait qu'en 1289, il y a Luccheto Doria, voilà, la famille des Doria, par exemple, que je l'évoquais tout à l'heure, il arrive à passer dans le sud, au sud de Bastia, pas loin de Marianne. Il fait avec son armée, il débarque, une petite armée, il débarque et il dit à tous les seigneurs locaux, bon, ben, vous êtes gentils, maintenant, vous obéissez plus à Giudice, vous obéissez à nous. D'accord, bon voilà, c'est soit ça, soit on vous détruit vos châteaux et vos villages. Bon, ok, d'accord, voilà, Allez-y, comme à chaque monsieur, fois. hein. C'est passé. Voilà, c'est ça. Donc Giudice, lui, il arrive par contre à maintenir le sud. Donc si vous vous rappelez la Corse, comme elle est géographiquement, comme elle est plus ou moins découpée, lui, il arrive plutôt à garder le sud. Le nord est plus ou moins perdu. Et en plus, alors petite anecdote, alors je sais pas ce que ça vaut au niveau historique, mais dans la chronique c'est évoqué. On a compris que Giudice était plutôt un homme à femme. Et en fait, alors je ne déconne pas. Alors il finit aveugle. Encore à cause d'une femme, parce que soi-disant, dans la chronique, il va dans une grotte pour, on va dire, s'amuser un peu avec une génoise. Avec C'est une vraiment dit comme génoise. Et- Mais putain, voilà, mais... une- Frérot! ouais, voilà. Mais c'est ça, donc voilà. Elle était... Et en Mais fait, c'était une génoise, il entend- c'était une génoise consentante ou c'était oui, un je truc sais pas, sans capturé? doute, oui. Enfin, c'était Je sais pas. c'était une Non, prisonnière alors, de je guerre. pense- non, alors c'est pas précisé prisonnière de guerre, donc je pense peut-être, peut-être, je sais pas, pas de précision, mais je pense pas que ce soit précisé. Désolé pour le Même truc si capturé. bon, ouais, mais à l'époque, je pense que bon, des fois, certaines choses, je faisais pas attention à ça, on va dire ce genre de détails. Même si bon, là, c'est pas Bah, précisé, donc c'est je quand pense même pas anodin, quoi, putain. Ouais, regarde, Ouais, on va mais aller alors, tout c'est seul dans pas- cette grotte. Bonne Non, mais alors, idée, ce qui est pas anodin, j'arrive. c'est ce qui va lui arriver. Ce qui est pas anodin, ce qui va lui arriver, parce qu'en fait, à un moment donné, dans la chronique, alors là, je n'invente pas, c'est dit dans la chronique. Il est dit que dans la chronique, à un moment donné, dans la grotte, il entend du bruit dehors. Par réflexe, il se lève et il tape la tête contre la paroi de la Il la s'assure grotte tout et il seul. devient aveugle. Ah Et ouais? il devient aveugle. Ah, ah d'accord, Donc, le fait d'avoir. il est devenu aveugle à cause d'un choc traumatique. Ouais, c'est ça. Ah, chaud. Et ça, c'est en 1300. Sachant que il va tenir encore 2 à 3 ans à maintenir son emprise dans le sud de l'île en étant aveugle, grâce à ses fils illégitimes et à ses fils. Ah ouais. Donc le papy, qui, alors au moins plus de 60 ans, voire même plus, parce que bon, là, je rappelle qu'il était censé naître dans la chronique au début du siècle, même si c'est relativisé. Il a au moins 50-60 ans, voire plus. Il est aveugle, il contrôle le sud de la côte. Et à un moment donné, il se fait trahir par ses fils. Alors on sait pas. Je crois que j'ai cru comprendre que Gênes leur avait promis de garder les seigneuries en échange de leur soumission. Donc ils vendent le papa. Et le papa, il meurt dans les geôles de Gênes en 1304. Allez. Après presque 50 ans de règne sur toute la Corse. Donc voilà comment ça finit pour lui. Un alors- vrai personnage de Crusader Kings 3, pour le coup. Ah ouais, c'est ça. Et alors je finirai juste sur cette dernière partie. Donc là tu peux passer à la dernière diapositive. Ouais, l'échec de Giudice. C'est ça. Alors en fait, ça évoque un peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec la problématique qu'il y a eu dans le développement institutionnel de la Corse dans les vidéos précédentes.
En fait, la volonté de créer une seigneurie unique de Corse, qui est l'origine mythique de Ugo Colonna, c'est la ligne directrice de tous les seigneurs de l'île, en fait, durant les siècles suivants. Surtout passé Giudice, qui a quasiment réussi, Bah ouais. en fait. Parce que pendant 50 ans, il a quasiment contrôlé la Corse, presque, entièrement. Donc il a failli créer une vraie principauté et institutionnaliser cet état de fait et, on va dire, créer une principauté de Corse unique, un comté de Corse unique. Sauf qu'avec sa mort, tout va s'effondrer. Donc justement, mais en s'appuyant à l'occasion des puissances étrangères pour obtenir du soutien et d'argent, il veut quand même maintenir son indépendance. Et c'est ça qui va être une constante, ça va jouer contre lui. Donc c'est l'échec de sa tentative, en fait, qui marque un recul dans la dynamique de la société insulaire. Vu qu'elle ne peut pas bénéficier d'un prince pour aider son développement économique, institutionnel, voire religieux, par des synodes, ce genre de choses, comme le feront beaucoup de seigneuries en terre ferme, avec des petites seigneuries qui arrivent à plus ou moins s'institualiser. En fait, ça va limiter, ça va aussi ne pas permettre de limiter les excès de la noblesse sur le peuple, entre guillemets. Et tout ça, plus le début du XIVe siècle qui est marqué par l'accumulation de tensions religieuses, politiques et sociales, ça va avoir des graves conséquences pour le parti aristocratique en Corse à partir de l'année 1357. Et ça, je vous le garde pour une prochaine fois. Je me demande bien ce qui s'est passé en 1357. Ah oui, tiens, la guerre de 100 ans a commencé depuis 20 ans. Alors oui, alors il y a ça, il y a aussi la peste noire, il y a la peste noire chez nous encore, il y a la crise de la papauté d'Avignon qui va pas tarder à arriver. Et ça aussi, on passe des... voilà, c'est ouais, parce que ça les gens l'ignorent, mais en général, faut bien se rendre compte que la guerre de 100 ans, la peste noire et les papes d'Avignon, ça se déroule sur la même période. Oui, autant le XIIIe siècle, c'était une période... Pardon, autant le XIIe, XIIIe siècle, c'est une période où l'Occident, on va dire, se relève, on va dire, il y a un boom économique de population et auto. Autant le XIVe siècle, c'est un petit frein, on va dire. Donc, mais ça, je vous le garde pour plus tard de ce qui se passe dans l'île. Donc sur ce, je pense qu'on peut conclure pour cette vidéo et potentiellement passer à... on va passer à la partie FAQ, effectivement. À tout de suite, Twitch, à plus tard, YouTube.